Bienvenue à Empreinte et Impact, le podcast où nous découvrons comment l'environnement influence notre santé et notre bien-être. Que vous soyez curieux de savoir comment les produits chimiques présents autour de vous peuvent vous affecter ou que vous cherchiez des moyens pratiques de vivre de manière plus saine, vous êtes au bon endroit. Ce podcast, présenté par l'Association pour la santé environnementale du Canada et l'Association pour la santé environnementale du Québec, met en lumière la sensibilité chimique multiple, l'importance des choix des produits sains et peu toxiques et ce que cela signifie pour les personnes vivant avec cette condition, puisque plus d'1 million de Canadiens sont diagnostiqués avec la SCM. Nous sommes ici pour sensibiliser, offrir des ressources sur l'accessibilité, la prévention et construire une communauté plus saine et inclusive. Plongeons ensemble et explorons comment nos empreintes laissent un impact durable sur notre santé et notre planète. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Maître Paul-Claude Bérubé, avocat, spécialiste en gouvernance et défenseur international des droits des personnes handicapées. Depuis plus de 40 ans, il milite pour l'accessibilité et l'inclusion à travers le monde, du Canada à l'Afrique du Sud, du Japon à la France. Il est le président fondateur de Normes d'accessibilité Canada, où il a contribué à l'élaboration de nombreux règlements et politiques tant au Canada qu'à l'international. En juillet 2025, il a été nommé directeur général de la COFAN, la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec. Sa nomination marque un moment fort pour la défense collective des droits, puisque la COFAN, l'Association pour la santé environnementale du Québec et l'Association pour la santé environnementale du Canada travaillent main dans la main depuis des années pour porter une voix forte et crédible auprès des instances gouvernementales et de la société civile. Maître Bérubé est reconnu pour sa capacité à rassembler les parties prenantes, à renforcer les pratiques de gouvernance et à défendre activement l'inclusion. Lors de la conférence Résilience 2025, son discours de clôture sur la sensibilité chimique multiple, la SCM, a lancé un appel urgent, transformer la prise de conscience en action réelle. Aujourd'hui, nous explorons les dimensions en droit humain de la SCM, les failles de nos institutions et la lutte pour une justice qui ne peut plus attendre. Maître Bérubé, bienvenue à l'émission. Bonjour Marco, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci Maître Bérubé. Vous venez d'être nommé directeur général de la COFAN, une organisation qui collabore étroitement avec l'Association pour la santé environnementale du Québec et l'Association pour la santé environnementale du Canada. Comment voyez-vous ces alliances stratégiques dans la lutte pour la reconnaissance de la SCM et plus largement pour les droits des personnes en situation de handicap? Oui, merci pour votre question. En fait, les deux regroupements que vous avez nommés sont membres à la COFAN, effectivement. Et votre question va me donner l'occasion de partager avec vos auditeurs ma vision pour la COFAN et ses membres. Donc, je considère que ces alliances, comme sont à la fois fondées sur des principes, mais aussi sur une approche très pragmatique. Au niveau des principes, nos membres, c'est-à-dire la SEC et les HAC, respectent le principe rien sans nous, rien sur nous sans nous, oui, en plaçant les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. Puis là, je vais le résumer pour le futur en disant SCM, donc sensibilité chimique multiple. Donc, et la santé environnementale, c'est au centre de chaque décision. Sur le plan pratique, ils nous permettent d'avancer ces organismes-là plus rapidement en harmonisant l'expérience vécue, les leviers politiques et la prestation de services. Euh, Tout ça, c'est bien beau, les principes, mais il faut savoir comment le partenariat fonctionne. La COFAN, c'est un organisme cadre à l'échelle du Québec qui sait transformer les priorités les placer en règle, mais aussi avoir des exigences en matière d'accessibilité, critères d'approvisionnement et responsabilité. Tandis que les deux organismes, ASEC et EAC, apportent une expertise approfondie sur la SCM. Autrement dit, qu'est-ce qui fonctionne dans les hôpitaux, les écoles, les lieux de travail, les maisons.
Alors, les conseils qui viennent de ces deux organisations-là sont crédibles et utilisables, mais c'est pas des conseils théoriques. Donc, pour nous, c'est une richesse très précieuse à la COFAN de pouvoir discuter avec des partenaires qui sont très connaissants en la matière. Alors, les HAC, en plus, nous offrent une perspective nationale canadienne pour adapter ce qui fonctionne bien au Québec et dans tout le Canada, en fait, pour assurer la cohérence des messages avec les acteurs fédéraux et les autres provinces. Bon, la COFAN a un double but, effectivement, de promotion et de défense des droits, mais elle doit aussi servir les intérêts de ses membres. Ce sont nos membres, les experts, comme je le disais plus tôt, sur des questions aussi spécifiques. Et ils y sont confrontés quotidiennement et non pas la COFAM. Mais ils ont besoin de notre soutien indéfectible, je dirais, en particulier sur les questions politiques où nous avons une large expertise et des compétences à offrir et à partager. Alors, c'est à peu près ça. J'espère que mes réponses seront trop longues, mais Non, non, c'est parfait, c'est parfait. C'est vraiment. Ça répond à toutes les questions et même plus. Fait que ça donne un bon établissement pour tout. Fait que pour la première question, c'est la grande image. Vous avez passé des décennies à défendre les droits des personnes handicapées à l'échelle mondiale. Pourquoi, selon vous, la SCM, qui touche plus d'1 million de Canadiens, reste-t-elle encore marginalisée par rapport à d'autres handicaps? bon, ça, c'est une excellente question. Il y a une question complexe à la fois. Et une question importante, ça touche plus d'1 million de Canadiens. La SCM reste marginalisée par rapport à d'autres handicaps reconnus, puis il y a plusieurs raisons pour ça. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Allons-y, je vais dire motif par motif. Le premier grand motif, la reconnaissance médicale a pris du retard par rapport à l'expérience vécue. Bon, on parle de quoi ici? Là, on parle qu'au niveau de la reconnaissance médicale, c'était pas évident. Pour des décennies, on a dû se battre avec le corps médical pour faire reconnaître la SCM comme étant une véritable déficience, parce que la SCM a souvent été rejetée ou considérée comme suggestive ou psychologique plutôt que d'être reconnue comme un handicap légitime. Alors, ce manque de consensus au sein de la communauté médicale a retardé l'élaboration de critères diagnostiques clairs, en même temps que ça a retardé les traitements, les politiques en matière de handicap. L'absence de reconnaissance médicale, c'est donc la première raison selon moi. Bon, deuxièmement, l'invisibilité. Bon, vous allez vous dire, vous allez me demander c'est quoi, de quoi je parle. Ben, en fait, contrairement à un fauteuil roulant, par exemple, ou à quelqu'un qui utiliserait un chien guide, la SCM est pas visible. En fait, ça restreint considérablement la vie quotidienne, la SCM. Imaginez, on peut pas entrer au bureau, on peut pas aller dans des bâtiments publics ou même utiliser les transports en commun à cause de la présence des parfums, des produits d'entretien ou, par exemple, des matériaux de construction. Les obstacles sont partout, mais ils sont environnementaux, ils sont pas structurels. Donc, c'est moins évident pour les autres. Il s'agit d'un handicap qui est pour l'essentiel invisible. Et donc, comme c'est un handicap qui est pas visible, on n'a pas tendance à le considérer, on n'a pas tendance à le traiter, on n'a pas tendance à agir de façon proactive à son égard. Ça serait la deuxième raison. L'autre raison pourquoi on a pris beaucoup de retard, pourquoi au Canada on n'est pas à niveau, c'est la stigmatisation sociale. Les personnes qui sont atteintes de SCM au Canada s'entendent souvent dire que dans leur état et dans leur tête, ou qu'elles sont trop sensibles. Alors, ce que ça fait, si on prend, par exemple, si on combine les deux premières raisons que je vous ai mentionnées, absence de reconnaissance médicale et invisibilité, alors ce que ça fait, tout ça, c'est que ça les décourage. Les personnes qui sont atteintes du syndrome ont tendance à s'isoler. Ils ne vont pas demander des aménagements ou et ça renforce tout ça, le système, la négligence systémique. Alors, selon moi, le fait que les personnes ne luttent pas suffisamment pour défendre leurs droits
et exiger de meilleures conditions de vie, ça serait la troisième raison. Mais quand je dis qu'ils ne luttent pas, c'est pas tout à fait exact. Disons que le niveau de lutte actuel est beaucoup plus élevé que ce qu'il était il y a 25 ans. Mais il y a 25 ans, il y avait trop peu de choses qui se faisaient en la matière. Il y avait pas beaucoup de connaissances en la matière. Enfin, dans les autres motifs, je dirais il y a des lacunes qui subsistent en matière de politique et de défense de droits. Les mouvements de défense des droits ont fait progresser l'accessibilité dans les domaines de l'architecture, de l'emploi, aussi de la technologie. Mais les défis liés à la sensibilité chimique nécessitent des changements dans les pratiques quotidiennes, par exemple, comme des politiques sans parfum, des normes de ventilation ou des protocoles de nettoyage plus sûrs, on va dire. Ces ajustements seraient relativement peu coûteux si on voulait s'en donner la peine, mais ça exige un changement culturel. Quand je parle de changement culturel, je veux dire, les gens, naturellement, ils sortent de la maison, ils vont quelque part, ils mettent du parfum pour sentir bon, que ce soit agréable, mais ce faisant, ils ont pas, ils ont pas conscience que ça peut avoir un impact sur d'autres personnes. Donc, quand on parle de changement culturel, c'est que ça vise pas les personnes qui sont atteintes de la déficience, mais c'est plutôt les autres personnes qui doivent s'ajuster. Puis ça, c'est évidemment à chaque fois que tu veux, dans une société, imposer un changement culturel, ben c'est lent. Ça prend des années. Ça prend de l'intervention d'organismes comme la SEC. Ça prend l'intervention du gouvernement par des politiques. Ça prend aussi l'intervention du clan médical, de la communauté médicale qui vient dire que c'est pas bon pour la santé. On l'a vu avec la cigarette. Ça a pris des années, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui penserait à fumer dans un avion. Il n'y a plus personne qui penserait à fumer non plus dans une voiture. En fait, on parle en général, puis à plus forte raison au restaurant. On allait au restaurant, puis bon, on respirait la boucane de celui qui est à côté de nous. Mais aujourd'hui, ce changement culturel-là, qui a été lent, qui était un défi important, s'est opéré. Ça pourrait être aussi le cas pour la SCM. Alors, la SCM a été donc marginalisée au Canada comme dans de nombreux autres pays. Euh, et tout ça, ben, c'était lié à la sensibilisation, à sa reconnaissance, puis à une volonté politique absente. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on dispose de quelques modèles maintenant. Il y a des universités, des lieux de travail, des institutions publiques qui ont commencé à afficher des politiques sans parfum. On a aussi des normes de construction plus sûres et même trois normes qui ont été récemment proposées, publiées par Normes d'accessibilité Canada, qui incluent désormais le syndrome de SCM. Donc, il s'agit de... Attendez un petit peu, je vais essayer de me souvenir là, des titres. L'approvisionnement en biens accessibles, l'approvisionnement en services accessibles et les logements accessibles prêts à l'usage. Alors, si nous parvenions à généraliser ces pratiques, là, celles dont je parle actuellement et qui se sont vues développer de façon claire au cours des dernières années, donc le Canada pourrait se rapprocher d'un traitement de la SCM avec le même sérieux et la même dignité que les autres handicaps. Oh, j'ai du mal à croire que je viens de dire que nos gouvernements prennent au sérieux les autres formes de handicap au Canada. Disons simplement qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour les autres formes de handicap, mais un chemin encore plus long pour la SCM. Ouais. Fait que d'un côté, c'est un petit peu le non-savoir et un petit peu l'indifférence qui joue là-dedans, mais on commence à voir des changements dans les Oui, lieux ben publics. oui, c'est sûr, ça a pris des années, mais bon, oui, effectivement, les changements maintenant deviennent de plus en plus concrets. OK, parfait. Puis, je vais passer à ma prochaine question. Dans votre discours, vous avez dit nous avons manqué le bateau. Où le Canada et d'autres pays ont-ils échoué face à la SCM? Quel tournant historique
avons-nous raté au cours des 25 dernières années? Oui, là, vous faites référence à la conférence que j'ai C'est ça. prononcée, la journée résilience le 2 mai 2025. Ouais. Oui, je me souviens très bien d'avoir dit qu'on avait manqué le bateau au Canada, mais je faisais pas nécessairement allusion à un moment précis de l'histoire, mais plutôt, je dirais, à une série de moments. Euh, bon, au cours des 25 à 30 dernières années, la science, la médecine, les politiques publiques ont toutes eu l'occasion de reconnaître la SCM comme un handicap légitime, mais elles ont hésité, elles ont même refusé de le faire à certains moments. À la fin des années 1990, au début des années 2000, d'importantes recherches ont été menées au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe, montrant que l'exposition aux produits chimiques avait des effets réels et mesurables sur la santé. C'était le bon moment d'établir des critères diagnostiques clairs et d'investir dans des études à grande échelle. Mais au lieu de ça, les débats se sont polarisés. On s'est posé la question, est-ce qu'il s'agissait d'un problème, d'un phénomène, disons, psychologique ou biologique? Et cette hésitation a eu pour effet de freiner les progrès pendant des décennies au Canada. De plus, on savait dès le début des années 2000 que la qualité de l'air intérieur, la ventilation, l'exposition à des substances toxiques dans les maisons, les écoles, les lieux de travail aussi, que c'était important non seulement pour les personnes qui étaient atteintes de SCM, mais aussi pour l'ensemble de la population. Pourtant, le Canada n'a pas réagi, n'a pas agi rapidement pour adopter des normes de précaution, des politiques sans parfum ou des alternatives plus sûres dans le domaine du nettoyage et de la construction. Les pays scandinaves, par exemple, sont bien en avance sur nous dans la création d'environnements plus sains. On doit aussi tenir compte du fait que si la SCM avait été reconnue plus tôt comme un handicap, ben, il y aurait des politiques d'aménagement, de lieux de travail, de normes, de logement et des aides aussi en matière de santé qui auraient évolué pour l'inclure de manière appropriée et ce, beaucoup plus rapidement. Donc, quand je dis on a manqué le bateau, c'est un peu tout ça, là. Alors, au lieu de cela, on a des millions de personnes qui ont été laissées à elles-mêmes dans des environnements accessibles sans clarté juridique ni soutien adéquat. Cette négligence, ça a été le résultat de cette négligence, oui, a été des souffrances qui auraient pu être évitées. Et ironiquement, des coûts sociaux à long terme plus élevés parce que quand on a des gens qui sont malades et qu'on doit les traiter après coup, ça coûte beaucoup plus cher que si on avait traité le problème en amont. Ça, je pense que tout le monde connaît ce principe-là. Donc, le tournant qu'on a manqué, c'est un échec en matière de reconnaissance et de leadership. Si on avait agi il y a 20 ans ou 25 ans, le Canada pourrait aujourd'hui être un chef de file en matière d'environnement inclusif et sans produits chimiques dangereux. Au lieu de cela, ben, on débat encore de la légitimité de la SCM, tandis qu'il y a des personnes qui continuent d'exclure les lieux de travail, des espaces publics et même des établissements de santé. Ah oui, il faut y penser parce que dans les hôpitaux aussi, il y a des produits chimiques qui sont utilisés pour toutes sortes de raisons. La décontamination, par exemple, et ça a un impact sur la santé. Mais il n'est pas trop tard. Comme je le disais plus tôt, il n'est jamais trop tard pour agir et prendre des mesures. Il y a d'autres pays du G7 et il y a de nombreux autres pays dans le monde qui traitent les santé environnementales dans le cadre de leur politique d'accessibilité et de handicap. Et le Canada a la possibilité, dès maintenant, de rattraper son retard et même de montrer l'exemple. Alors, oui, on a manqué le bateau. On a commencé à mettre en place des mesures il y a quelques années et maintenant, ben, on peut devenir des leaders si on le veut. Parfait. Merci beaucoup. Puis, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu de la négligence médicale ou plus une forme de discrimination systémique? Euh, Négligence médicale, je ne croirais pas que c'est de la négligence. Je ne crois. Est-ce que c'est de la discrimination systémique?
Je pense que le corps médical n'a tout simplement pas été préparé adéquatement pour faire face à cette question. Et il y avait très peu d'études au Canada, en tout cas, il y en avait dans le reste, dans les pays d'Europe, assurément. Mais au Canada, il y avait très peu d'études qui faisaient cette démonstration-là. Et il y avait même des médecins qui refusaient carrément de considérer la question. Ouais. Donc, je veux pas, je vais simplement dire par méconnaissance et Ouais. non pas, je veux pas m'avancer en disant qu'il s'agissait de discrimination. En tout cas, j'ose croire que non. Nos médecins sont là pour traiter les gens qui ont des besoins. Bon, et ils le traitent en fonction de leurs convictions personnelles et professionnelles. J'ose croire qu'aujourd'hui, on en rencontre plus de médecins qui veulent traiter ou ne veulent pas traiter une personne atteinte de SCM. Mais ça arrive. Je sais que ça arrive. Ouais. Fait que pour parler un petit peu de la grille des droits humains, si la SCM est fondamentalement une question de droits humains, le droit de respirer un air sain, d'accéder aux soins, de travailler, quelles responsabilités les gouvernements ont-ils en vertu du droit international et Ah, échouent-ils à les respecter? ouais. Là, ça, c'est une grosse question. Ouais. Je vais essayer d'être le plus détaillé possible. Je me suis même mis des notes de côté au cas où, justement, vous alliez me poser une question sur la question internationale. Et je vais essayer d'être le plus précis possible sans être trop technique parce que là, on tombe dans le quasi-juridique. Là, évidemment, on parle d'articles de la Convention et de leur interprétation. Donc, on va essayer de rester quand même dans le très disponible, dans le très facile à gérer. En fait, la question qui relève des droits humains en vertu de la Convention des droits des Nations Unies, oblige les gouvernements à garantir la non-discrimination, des aménagements raisonnables, l'accessibilité à la santé, le travail et la participation des personnes en situation de handicap, y compris celles qui sont atteintes de SCM. Oui, le Canada, à cet effet, a ratifié la Convention, puis a même adhéré à son protocole d'application. Ça, c'est important parce qu'à partir du moment où le Canada adhère à son protocole d'application, mais il fait sienne les obligations qui y sont contenues. Et donc, c'est-à-dire qu'il s'engage à les respecter. C'est plus juste à ce moment-là un souhait qu'il exprime, mais c'est vraiment un engagement international qu'il prend face à l'ensemble des autres pays dans le monde. Puis le Canada est régulièrement donc passé à la loupe pour voir de quelle façon il se comporte en vertu de son engagement sur le protocole et la convention. Et en mars 2025, il y a eu des observations du Comité des Nations Unies à Genève qui ont été révélées sur l'évaluation de la performance du Canada à cet égard. Et dans ce rapport, on signale la discrimination et la stigmatisation à l'égard des personnes atteintes de SCM. Bon, et on appelle le Canada à adopter des stratégies pour remédier à la discrimination à l'égard des personnes atteintes de SCM. Bon, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que nos gouvernements doivent faire en vertu de la Convention? Bon, j'y arrive. Et surtout, le font-ils? Euh, D'abord, parlons de l'article 5 de la Convention. L'article 5 prévoit tout ce qui concerne l'égalité, la non-discrimination et les aménagements raisonnables. Bon, en vertu de l'article 5, les États doivent prévenir la discrimination et fournir des aménagements dans les services publics, les lieux de travail, le logement, les transports et l'éducation. Au Canada, le Comité des Nations Unies a constaté une discrimination persistante et a spécifiquement mentionné la SCM et demandant instamment la mise en place de plans assortis de délais pour y remédier. Concrètement, ça signifie que des politiques sans parfum et à faible émission, des protocoles de nettoyage les moins toxiques possibles, mais aussi la mise en œuvre de stratégies écologiques, et ça pour tous les besoins,
et des aménagements individualisés individualisés, oui, sur les lieux de travail et dans les services publics, que tout ça devait être envisagé par le Canada à brève échéance. Et même la Commission canadienne des droits de la personne traite déjà la sensibilité chimique multiple comme un handicap nécessitant des aménagements. Mais la mise en œuvre de ces obligations n'a pas été cohérente jusqu'à maintenant. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore à cet égard-là, mais on ne peut pas dire qu'on est au début, mais on n'est pas très avancé. Bon, dans les dispositions de la Convention, ce que je vois dont je pourrais vous parler, qui suit l'article 9, qui, lui, traite de l'accessibilité et des environnements sûrs. L'accessibilité, ben, ça comprend la qualité de l'air intérieur et la prévention de l'exposition aux produits chimiques. Le Canada, en vertu de ce rapport, a été vivement critiqué pour son manque de mesures visant à protéger les droits des Canadiens qui sont atteints de SCM. C'est écrit en toutes lettres dans le rapport. Et c'est pas nous qui le disons, ça vient des Nations Unies. Précisément là où les obstacles liés à la SCM se manifestent quotidiennement. Bon, par la suite, il faut aller un peu plus loin dans le texte de la Convention. Si je me souviens bien, ça va aux articles 25 et 26 qui traitent de la santé et de la réadaptation. Le Comité des Nations Unies a souligné qu'au Canada, il y avait un accès limité à des soins de santé de qualité et a appelé à la mise en place de mesures visant à réduire le temps d'attente et à adapter les services, des lacunes qui correspondent étroitement à l'expérience des personnes atteintes de SCM. Il y a aussi l'article 27 qui a été traité par le rapport en ce qui concerne le travail et l'emploi. Le Comité des Nations Unies a dit à ce sujet que le Canada devait renforcer l'inclusion dans l'emploi. Les gouvernements doivent garantir un emploi inclusif et des lieux de travail sûrs et adaptés pour les personnes qui sont atteintes de SCM. Ça signifie des politiques sans parfum. Mais l'achat de fournitures à faible émission et des normes de ventilation, de nettoyage qui n'excluent pas les travailleurs. Quand je dis des fournitures à faible émission, là, ce qu'il faut comprendre, c'est des produits neutres, des produits dont l'efficacité est prouvée, mais qui ne dégagent pas d'odeur. En fait, attendez-moi une seconde, est-ce qu'il reste? Oui, il y a un autre article, l'article 31. L'article 31 de la Convention, qui traite de la participation des personnes en situation de handicap et du data, c'est-à-dire les données. Là encore, le Comité des Nations Unies a dit au Canada euh, que nous devions rendre de façon les mécanismes de consultation entre les niveaux fédéral, provincial et territorial systématique et que effectivement dans toutes circonstances les gens qui travaillent à tous les niveaux doivent travailler ensemble justement pour prévenir cette situation de SCM partout au Canada. Donc la participation et les données, c'est aussi pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être étroitement consultées lors de l'élaboration des politiques pour ça, pour les personnes qui sont atteintes de SCM, c'est véritablement un engagement structuré avec les communautés concernées et avoir de meilleures données sur la prévalence et l'impact. Bon. La deuxième partie de votre question, ah oui, vous demandiez si les différents niveaux de gouvernement au Canada manquaient à leurs obligations internationales. Bon. Malheureusement, je n'ai d'autre choix que de répondre par l'affirmative. Les conclusions du comité dénoncent la discrimination à l'égard des personnes atteintes de SCM. Le comité critique les lacunes dans la mise en œuvre de l'accessibilité et souligne les insuffisances en matière d'accès aux soins de santé. Le Canada n'a pas le choix ici, là. Le Canada a ratifié la Convention. Ça signifie qu'il existe des problèmes de conformité qui nécessitent des mesures correctives immédiates. Euh,
on doit prendre nos responsabilités. Bon, quelles sont ces mesures maintenant? Je ne sais pas si vous voulez aller aussi loin dans la question, mais je vais quand même vous proposer quelques mesures que le Canada devrait mettre en œuvre, si vous le voulez bien. Bon, alors le Canada doit adopter des politiques applicables, c'est-à-dire réalistes, contrôlées et soutenues, sans parfum ou à faible émission. Et ça, dans tous les lieux de travail, dans tous les services fédéraux, ça, c'est un minimum qui devrait être accompli. Et ça devrait s'accompagner de l'utilisation de produits chimiques plus sûrs au Canada et d'un étiquetage transparent de tous les produits vendus dans nos magasins. Donc, c'est-à-dire avoir un étiquetage qui nous dit exactement qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Euh, il ne faut pas compter sur la ventilation pour réduire la pollution. C'est pas ça la solution. Il y a des gens qui disent, oh, on va ventiler. Mais non. La prévention doit commencer à la source. Alors, on ne ventile pas pour repousser la pollution plus loin. On évite qu'il y ait de la pollution. Donc, la deuxième norme, ce serait de mettre à jour des normes, des directives afin d'élaborer des normes d'accessibilité chimique. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quand je parle de normes d'accessibilité chimique, je veux dire au même titre qu'il y a des normes sur par exemple, dans le milieu de la construction. Par exemple, comment on construit une maison, comment on construit une tour à bureau. Ben, il devrait aussi y avoir des normes d'accessibilité qui traitent des produits chimiques. Et en fait, ça serait de traiter ce handicap comme n'importe quel autre secteur d'accessibilité. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. Alors ça, ce serait la deuxième solution, selon moi, ce qu'il faudrait faire. Autre chose, la formation. J'en ai parlé au début. Il y avait beaucoup de méconnaissance et ça a pris des années avant que le corps médical reconnaisse la SCM. Donc, comme troisième mesure, je dirais qu'il faut former des cliniciens et le personnel, et les services, tous les services, non seulement médicaux, mais tous les services qui sont en contact avec le public, autant les gens qui travaillent dans un bureau de passeport que les gens qui travaillent dans un bureau de Service Canada pour d'autres questions. Donc, mais tout ça, ça inclut aussi les premiers intervenants. Là, on parle des forces de l'ordre et même des tribunaux. Donc, toutes les personnes qui sont en contact avec le public devraient recevoir une formation à tout le moins minimale pour expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce qui doit être fait. Ça serait la troisième mesure. La quatrième, il faut renforcer la collecte de données et la participation des personnes en situation de handicap. Il faut impliquer officiellement les organisations comme la SAC et l'EAC qui traitent de la SCM dans la conception des politiques et le suivi des résultats dans toutes les juridictions. Quand on dit rien sans nous pour nous, là, euh, nothing about us without us, là, en anglais, là, quand on dit ça, c'est clair pourquoi on le dit, c'est parce que trop longtemps, trop souvent, puis encore aujourd'hui, il y a des politiques qui s'élaborent sans que les personnes concernées participent ils soient consultés ou participent à leur élaboration. Donc, écoutez, le droit international oblige déjà le Canada à supprimer les obstacles et à fournir des aménagements pour la SCM comme pour toute autre forme de handicap. Alors, les observations des Nations unies sur le Canada, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été publiées en mars 2025, mentionnent directement la SCM. Donc, le Canada n'a pas le choix. Il doit agir maintenant. Je vous ai amené 4 types de mesures qui doivent être prises. Je pense que si on était si on voulait vraiment régler cette question, on appliquerait ces mesures rapidement. OK. Fait que ça vient aussi toucher ma dernière question qui parlait que vous aviez travaillé sur plusieurs continents, de la Corée du Sud à l'Afrique du Sud. Puis, tu sais, y a-t-il des pays qui montrent l'exemple en matière de reconnaissance de la SCM et quelles leçons le Canada devrait-il en tirer? De plus, Bon,
Tu sais, je sais que tu l'as couvert un petit peu en Non, parlant. mais je peux en parler de façon différente. D'abord, première des choses, c'est une bonne idée de demander des exemples concrets. J'ai effectivement voyagé et travaillé dans plus de 100 pays dans le monde. J'ai arrêté de compter à ce moment-là. Mais je peux vous dire une chose, il y a des pays qui montrent des résultats aujourd'hui et que c'est pas seulement théorique, là. Il y a des juridictions qui ont pris des mesures significatives en matière de SCM ou de politique étroitement liée à l'accessibilité chimique. Ces mesures-là, il n'y en a aucune qui est parfaite, mais elles offrent une vision qui est claire pour le Canada. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure des pays scandinaves. Bon, c'est comme une évidence ici en matière de justice sociale quand on parle des pays scandinaves. Donc, je vais vous donner d'autres exemples qui ne proviennent pas de la Scandinavie. Tiens. Voici, tiens, je vais vous amener quatre exemples dans le reste du monde qui viennent d'Europe et du reste du monde. Euh, Parlons de l'Espagne. Qu'est-ce qui a été fait en Espagne qui n'existe pas au Canada? C'est que l'Espagne a reconnu la SCM déjà depuis 2014. Ça fait déjà 11 ans. Ça n'a pas mis fin au débat dans le domaine médical, mais ça a permis d'intégrer la SCM dans le parcours santé des gens et de protection sociale. Les patients peuvent être recensés, codés, pris en compte dans la conception des services. Donc, le fait que la SCM a été reconnue officiellement et qu'elle fasse partie du protocole médical en Espagne a ouvert des portes qui n'existent pas au Canada actuellement. Le Japon. Le Japon a réglementé. J'essaie de traduire en français, mais j'ai pas vraiment Eux autres, ils appellent ça sick house. Euh, c'est, c'est, euh, c'est comme une infrastructure d'accessibilité chimique, dans le fond, qu'ils ont mis en place à partir de 2003. Le Japon a élaboré, mis en œuvre des normes nationales en matière de construction, mais aussi de ventilation afin de réduire les polluants intérieurs qui déclenchent des sensibilités, puis ça a rendu obligatoire la ventilation mécanique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à peu près tout ce qui se construit au Japon depuis 22 ans doit tenir compte de ces normes nationales en matière de construction et de ventilation. Et donc, ça fait en sorte que maintenant, dans tous les édifices relativement nouveaux qui sont construits au Japon, ce problème-là est résolu en bonne partie. Donc, le Japon a agi il y a 22 ans à cette époque-là. C'est ce que je disais tantôt. Le Japon a reconnu au début des années 2000 qu'il y avait un problème, puis ils ont agi immédiatement, ce que le Canada n'a pas fait. Mon troisième exemple serait l'Australie. La loi australienne sur la discrimination fondée sur le handicap euh, a considéré ou considère la SCM comme un handicap nécessitant des aménagements. Là encore, à cause de cela, les personnes qui sont atteintes de SCM en Australie sont prises en charge. Et donc, comme je disais plus tôt, ce n'est pas le cas au Canada de façon aussi systémique. Je reviens vers l'Europe pour vous parler du cas de l'Allemagne. Les organismes publics, le réseau de la santé allemand traite depuis longtemps la SCM comme un syndrome de médecine environnementale. Les ressources nationales en Allemagne décrivent la SCM et son ensemble de symptômes, et les revues internationales notent sa reconnaissance officielle dans les juridictions européennes, notamment en Allemagne et en Autriche. Bon, évidemment, on est loin, très loin de ça, évidemment, au Canada actuellement. Euh, Qu'est-ce que le Canada peut faire maintenant si on, basé sur ces quatre exemples-là, d'abord rendre le syndrome quantifiable, adopter une approche de codification enregistrement. Ça, c'est la leçon tirée de l'Espagne.
pour que la SCM apparaisse dans les données de la planification en matière de santé et d'invalidité. La deuxième leçon, celle qui est tirée du Japon, c'est de concevoir un air plus sûr par défaut, mettre à jour des codes de bâtiments et des normes de ventilation afin de limiter les émissions qui proviennent des matériaux de construction, puis d'exiger aussi une ventilation mécanique dans les espaces habitables. Bon. Ça, c'est la deuxième leçon, celle du Japon. La leçon de l'Australie, c'est publier des directives nationales spécifiques à chaque secteur pour des pratiques sans parfum ou à faible émission partout, c'est-à-dire dans les hôpitaux, les écoles, le transport en commun, les services publics, tout ce qui est associé à des obligations d'accessibilité exécutoire. Donc, ça, c'est la leçon de l'Australie. Et stabiliser le parcours clinique serait la leçon de l'Allemagne, c'est-à-dire publier des directives coordonnées par l'intermédiaire des ministères de la santé et des collèges, y compris les outils de dépistage et des voies d'orientation. Bon, les quatre pays que je viens de nommer qui traitent de l'accessibilité chimique comme toute autre exigence d'accessibilité en la codifiant, en réglementant la qualité de l'air, en guidant les aménagements, mais aussi en achetant des produits plus sûrs, sont ceux qui progressent le plus rapidement. C'est pour ça que je vous ai donné ces quatre exemples-là. J'aurais pu en donner bien d'autres, évidemment, dans les pays scandinaves, mais aussi en France, en Suisse, et même dans certains pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil et l'Argentine. Euh, alors, le Canada peut s'inspirer. Si le Canada voulait faire un bon coup, il pourrait combiner ces quatre mesures ensemble et rattraper tout son retard demain matin. Est-ce qu'on est disposé, par contre, à entreprendre ce changement de cap qui nécessite un engagement sans faille et un changement culturel, comme ça a été fait par le passé à l'égard de la cigarette et des produits du tabac? Ça, c'est une toute autre question. Puis si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Tu sais, c'est quand Oui, ben, qu'on... en fait, il n'est jamais trop tard, mais il faut débuter à un moment donné de Ouais, façon organisée. On a des choses de fait, mais là, j'aimerais ça peser sur le piton de l'accélérateur. ouais. Puis à la personne qui écoute et qui se sent invisible, quel message voulez-vous lui transmettre directement, qui vit avec la Ben, SCM? en fait, ce que je dirais à ces personnes, c'est vous êtes maintenant reconnus de plus en plus, et non pas à 100%, mais de plus en plus, votre situation est reconnue. Vous êtes victime et vous avez droit à vivre dans un espace qui est accessible en toutes circonstances. Je vous invite à vous engager et à faire valoir vos droits en toutes circonstances. Euh, Maintenant, nous avons des organismes, comme j'ai mentionné, il y a des organismes dans les différentes provinces canadiennes, mais il y en a un au Québec, entre autres, la SEC. Puis il y a aussi les HAC, qui est son bureau chef au Québec, mais qui est un organisme canadien qui traite des mêmes questions. Ces gens-là sont des spécialistes. Alors, si vous êtes à la maison, vous vous sentez isolé, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, de votre situation. Vous pouvez évidemment en discuter avec le corps médical, mais vous pouvez aussi vous adresser à un organisme communautaire qui comprend votre situation et qui va essayer de vous aider à avancer comme personne dans un cadre semblable, de façon à vous permettre justement je dirais, de rompre avec l'isolation et de faire en sorte que vous puissiez être inclus dans la vie au Canada, sous toutes ses formes, dans toutes les sphères de développement de notre société. Merci Maître Bérubé. Fait que Maître Bérubé, merci pour votre engagement de toute une vie envers l'inclusion et les droits humains. Vos paroles nous rappellent que l'équité n'est pas une faveur, c'est une justice. Et que le moment d'agir pour la SCM, ce n'est pas un jour, c'est aujourd'hui. Fait que je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Si vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs. euh,
Ça fait un plaisir. Écoutez, il faut pas lâcher. Plus que jamais, on est là. Il y a des gens qui ont maintenant reconnu. Et il faut donc, on a la pied dans la porte. Donc, il faut juste pousser la porte maintenant pour l'ouvrir au complet. Ce serait ça mon dernier mot. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Empreinte et Impact. Si vous avez trouvé cette conversation utile, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de le partager avec vos amis, votre famille et surtout avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ne manquez pas nos prochains épisodes pour plus d'informations sur la durabilité, la santé, l'inclusion et comment nous pouvons tous avoir un impact environnemental positif. À la prochaine, restez curieux, prenez soin de vous et soyez bien. Cette vidéo fait partie du projet Épauler la communauté et retirer les barrières, financé en partie par le Programme de partenariat pour le développement social du gouvernement du Canada, volet personnes handicapées.